Mesdames, Messieurs, bienvenue. Michele Prandi est professeur émérite de linguistique générale à l'Université de Gênes, en Italie, après avoir enseigné aux universités de Genève, de Pavie et de Bologne. Il est également docteur honoris causa de l'Université d'Uppsala. Michele Prandi est internationalement reconnu pour ses nombreuses publications consacrées au langage figuré. Parmi celles-ci, on peut citer Grammaire philosophique des tropes, publié aux éditions du Minuit à Paris en 1992, The Building Blocks of Meaning, publié en 2004 à Amsterdam, La métaphore parmi les figures, la métaphora fra le figure, paru en 2021, que je mentionne souvent dans mes cours, et plus récemment, Retorica, una disciplina da rifondare. La rhétorique, une discipline à retravailler, à refonder. Le titre est significatif. L'originalité de Michele Prandi par rapport aux études existantes sur la figuralité tient notamment à son intérêt pour les figures conflictuelles, à l'idée qu'elles sont ancrées dans les structures mêmes de la langue et qu'elles influencent nos concepts. Au-delà de ce positionnement théorique, Michele Prandi poursuit avec un grand succès à mes yeux, au moins, l'objectif de proposer une théorie unitaire des figures du discours dans le cadre d'une approche que l'on pourrait qualifier de philosophico-grammaticale. Surtout, son engagement théorique profond s'accompagne d'un véritable amour pour la langue, pour les contextes et même pour la parole poétique. Il en parlera lui-même aujourd'hui et je ne souhaite donc rien anticiper, je ne pourrais même pas. Je dirais simplement que j'ai rarement eu la chance de rencontrer un chercheur à la fois aussi profond, aussi passionné et aussi ouvert au dialogue. Sa présence parmi nous, dont je le remercie, est pour moi, j'espère même pour vous, un véritable cadeau. J'ai énormément appris de lui, à la fois à travers ses livres et en le connaissant personnellement. Donc, je lui donne la parole. Merci, Michele. Merci, je crois qu'il vaut mieux applaudir à la fin si ça vaut la peine. Mais un grand merci au professeur Dario Mantovani, un ami qui a voulu m'accorder le privilège de parler dans ce temple de la culture. En Italie, nous avons le mythe du Collège de France parce qu'en Italie, nous n'avons rien de ce genre. On n'avait pas une monarchie qui était préoccupée de la culture, mais la culture se faisait malgré la politique en Italie. Alors, mon séminaire est le deuxième de cette série projetée par le professeur et il forme avec le premier une espèce de diptyque d'introduction. Alors le premier était plutôt centré sur l'histoire de la métaphore en tant que mot, en tant que concept, en tant que problème, alors que mon exposé est plutôt perpendiculaire et centré sur une tentative de délimiter le territoire de l'extérieur, mais aussi de le différencier à l'intérieur, vous donnant ce qu'on pourrait appeler une typologie des métaphores. On parle toujours de la métaphore parce que c'est un phénomène qui a une unité, mais on doit parler aussi des métaphores parce qu'il y en a plusieurs types et quelquefois les issues de la métaphore sont même en contradiction entre elles. On le verra très bien aujourd'hui. Donc, mon travail était un travail vraiment de topographie du territoire, de limitation des frontières et disons, une espèce de carte du territoire. Alors, j'ai préparé un texte, comme c'est mon habitude, je ne vais pas lire, mais j'ai préparé un texte que j'ai mis à votre disposition, vous le trouverez dans le site,
ce qui vous permettra aussi d'avoir une bibliographie, parce que je cite plusieurs auteurs qui ont inspiré ma réflexion, donc vous trouverez là tout ce qu'il faut. Alors l'étude de la métaphore, je commence à quelque chose de paradoxal, parce que le mot-clé pour définir la métaphore, c'est-à-dire le concept de transfert, était déjà dans la définition d'Aristote, dans la poétique, donc la définition dont vous a parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines, monsieur professeur Pernaut. Mais en même temps, on n'arrête jamais d'y réfléchir, on découvre toujours quelque chose de nouveau. Pourquoi cela? C'est un peu paradoxal, mais la raison est double. D'une part, le concept aristotélicien de transfert, de métaphora, ça veut dire, c'était un terme du commerce, c'est une conduite, si vous allez à Athènes, vous voyez les camions de déménagement métaphoraï, c'est ça la métaphore, donc un transfert, un transport de quelque chose. Donc Aristote dit c'est le transfert d'un mot, la métaphore est le transport à une chose d'un nom qui en désigne une autre. Ça, c'est la traduction mot par mot de la définition d'Aristote. Dans le texte, j'ai mis aussi l'original grec avec la traduction des Belles Lettres, de l'édition des Belles Lettres. Donc, le concept de transport laisse ouvert un problème qui, à nos yeux, est le problème de la délimitation, de la métaphore, par rapport au territoire qu'on pourrait appeler la nébula métonymique. Dans la tradition, on avait la métaphore, la métonymie, la synecdoque, mais ce n'est pas vrai. D'une part, vous avez la métaphore, d'autre part, vous avez une nébula qui inclut la métaphore et la métonymie, qui sont 2 variantes d'une même stratégie qui s'opposent à celle de la métaphore. Quel est le problème? Le problème est que le transfert d'un mot ne comporte pas nécessairement le transfert d'un concept. C'est ça l'équivoque qui a survécu pendant des millénaires à la définition aristotélicienne. Encore au XXe siècle, il y a quelqu'un qui dit que la métonymie transfère. Ce n'est pas vrai. Donc la clé de la distinction entre la métaphore et la métonymie est creuser le concept de transfert. Vous transférez un mot, donc vous créez un désordre au niveau sémantique, quelque chose qu'on pourrait percevoir comme un désordre, que les philosophes néopositivistes appelaient une pathologie de l'expression. Carnap proposait de bannir ces expressions du langage. Vous dites la lune rêve comme Baudelaire, vous dites dorment les sommets des montagnes comme le poète allemand, ça c'est un scandale, parce qu'il y a un terme qui n'est pas chez lui, qui a été pris dans notre territoire et déplacé avec violence dans un territoire qui n'est pas le sien. Ça c'est le sens de la définition d'Aristote. Mais une chose est transférer un mot et transférer un concept. Une chose est transférer un mot avec une main et ramener le concept dans son territoire d'origine dans l'autre. Alors le transfert véritable, nous le verrons, est la métaphore. Le transfert d'un mot qui est tout de suite effacé par la reconduite du concept chez lui est la métonymie. Dans les exemples d'Aristote, comme vous l'avez déjà vu il y a 15 jours, on a les 2 exemples, les 2 cas. Donc on a des cas que nous appellerions de métaphores véritables et des cas, on parlerait plutôt de métonymie. Je vous donne un exemple. Il y a une phrase d'Aristote qu'on peut traduire mot à mot, ayant au moyen du bronze puisé l'âme. Alors, puiser l'âme pourrait être interprété comme une métaphore, parce que l'âme n'est pas liquide, n'est pas de l'eau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire puiser l'âme? C'est une métaphore, évidemment. Puiser, c'est le terme étranger, mais aussi le concept étranger qu'on applique à l'eau. Mais quand vous avez, au moyen du bronze, bronze, c'est simplement un glaive en bronze, une épée en bronze, je ne sais pas, quelque chose, une arme en bronze. Donc, c'est une métonymie. Vous reliez le bronze à l'âme, donc le problème est résolu, le concept est rentré chez lui. Donc ça c'est pour faire une présentation en vitesse, puis on va approfondir évidemment, je ne peux pas m'arrêter là. Mais je voulais aussi ouvrir une parenthèse intéressante sur la traduction. Parce que
la traduction des belles lettres que j'ai citées, traduit comme ça. Ayant, au moyen de son glaive de bronze, épuisé sa vie. Alors vous voyez, il y a deux différences. Au lieu de bronze, on a le glaive de bronze. Donc on a une paraphrase qui rétablit le lien conceptuel cohérent que la métonymie avait coupé. On a dit avec du bronze. Et là, on traduit avec un glaive en bronze. Et puis, au lieu de puiser l'âme, puiser la vie. Donc, on n'interprète pas l'âme comme puiser comme une métaphore appliée à l'âme. Mais on remplace l'âme par la vie et donc on rétablit à nouveau l'ordre conceptuel. Cela est très intéressant parce que j'ai remarqué souvent que dans la traduction du langage figuré, quelquefois le traducteur, au lieu de mettre le lecteur en condition de faire le même travail qu'il ferait devant l'original, il propose une solution à lui. Donc là, on n'a plus les deux exemples d'Aristote, mais on a quelque chose de complètement différent, même déroutant, parce qu'à ce point-là, vous n'êtes pas en mesure d'apprécier ce qui est dit, parce qu'on dit autre chose. Vous voyez? Mais c'est très intéressant, parce que cela, je crois, vous donne déjà un aperçu sur la différence entre la métaphore et la métonymie. Parce que quand vous dites glaive de bronze, le mot qui avait été déplacé rentre chez lui. Donc, ça c'est le premier problème. Donc, un problème de délimiter de l'extérieur le territoire de la métaphore, réfléchissant sur ce que c'est qu'un transfert. Transfert en mot, transfert en concept. L'autre question est interne. La métaphore inclut une constellation très ample de phénomènes diversifiés, quelquefois qui semblent même opposés, au profil opposé, et donc il faudra aussi approfondir ce point. Donc je vous propose une réflexion en deux étapes. Tout d'abord, une délimitation de la métaphore de l'extérieur. Là, nous aurons délimité non pas une figure, mais un territoire assez complexe qu'il faudra mapper à son intérieur. Donc, ce sont les deux étapes. Premier point, métaphore, métonymie. Alors, pour saisir la différence entre métaphore et métonymie, la condition la plus favorable est de réfléchir à la façon dont les deux figures affrontent le problème posé justement par le désordre conceptuel, ce que j'ai appelé un conflit conceptuel, un conflit à quatre concepts, qui est provoqué quand un concept est transféré avec violence dans un territoire étranger. Par exemple, puiser l'âme. Vous avez déjà compris, si vous êtes avec le traducteur de belles lettres et de puiser la vie, c'est une métonymie, donc. Mais non, mais c'est compliqué parce que c'est encore conflictuel, mais ça ne fait rien. Mais, donc, je veux dire, un conflit, qu'est-ce que c'est qu'un conflit? Le signifié d'une expression complexe, en premier lieu, une phrase, qui se produit quand la charpente syntaxique de l'expression impose au concept de relation qui défie l'ordre conceptuel qui est un peu le guide de notre vie. Quand vous vous promenez dans la rue, vous ne demandez pas à la lune, mais qu'est-ce que tu feras demain? Est-ce que tu seras là où il y aura la pluie? Vous ne parlez pas avec la lune. Donc, c'est une attitude pratique qu'on a envers les êtres, envers le monde. La lune, par exemple, ce n'est pas un être animé, un être vivant, un être humain. Donc, la lune rêve de Baudelaire, c'est conflictuel. C'est ça le point. Donc, il y a une espèce, ce que j'ai appelé une ontologie naturelle, qui n'est pas quelque chose de linguistique, qui n'est pas quelque chose de, disons, philosophique au sens de la réflexion philosophique, mais qui est vraiment quelque chose que nous vivons en tant qu'être humain qui se comporte de façon cohérente. Donc c'est la constitution de notre vie quotidienne, ce sont les présupposés de notre vie quotidienne. Mais c'est très intéressant de voir que les poètes utilisent les conflits conceptuels comme matière première sémantique pour produire des figures. Mais les figures sont des interprétations de ces conflits. Une fois que j'ai un conflit comme celui que j'aime beaucoup, Dorment les sommets des montagnes, le premier vers du Nocturne d'Alcman, le poète spartiate.
dorment les sommets des montagnes, on l'a même écrit sur la tarte qu'on a fait quand j'ai pris le congé de l'université, parce que c'est ma citation préférée, n'est-ce pas? Alors, dorment les sommets des montagnes, cela signifie conflictuel, qui nous dit quelque chose qui n'est pas cohérent. Mais on peut l'interpréter de deux façons. Qu'est-ce qu'on fait si on l'interprète comme une métonymie? Si on l'interprète comme une métonymie, est-ce que ce sont vraiment les montagnes qui dorment ou pas? Non, ce ne sont pas les montagnes, ce sont les êtres vivants qui peuplent les montagnes. Vous voyez, on rétablit un ordre conceptuel. La métonymie est une espèce de raccourci qui coupe un réseau de relations. Dans l'interprétation métonymique, on ne fait rien d'autre que de rétablir le réseau de relations cohérentes et le conflit disparaît. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une main déplace le mot et l'autre reconduit le concept chez lui. Donc, ça c'est la métonymie. Les montagnes de la métonymie demeurent les êtres inanimés qui nous sont familiers et sont reconduits. Voilà. La définition proposée de la métonymie, là je dois ouvrir une parenthèse, inclut aussi la synecdoque. Parce que la synecdoque fait exactement ce que fait la métonymie, c'est-à-dire elle rétablit l'ordre conceptuel en développant des relations qui étaient coupées dans le transfert du mot. Si je dis par exemple, il avait pour voisine deux yeux napolitains qui s'appelaient Rosine, qui est une phrase de Musset, deux yeux napolitains qui s'appelaient Rosine, c'est clair, les yeux pour la personne humaine. Donc la synecdoque se distingue de la métonymie parce qu'elle utilise exactement la même stratégie conceptuelle, mais elle simplement s'applique à des relations différentes. La métonymie met au feu un objet complexe et le cas typique est la partie pour le tout, la partie pour l'objet complexe, dont les yeux pour la femme. Mais ça, c'est la synecdoque, pardon. La synecdoque, la métonymie au sens strict, se déplace de l'objet à ce que Ténière appelle le procès, c'est-à-dire le signifié d'une phrase qui est le modèle sémantique d'un événement. Donc, elle met au feu des relations qui se situent ou à l'intérieur du procès ou entre différents procès. Je vous donne des exemples. Yourcenar appelle la cire des bougies comme le travail des abeilles. Donc là, vous avez le résultat qui est la cire, qui est obtenu au moyen du procès dans lequel le résultat se produit, c'est-à-dire le travail des abeilles. Le travail des abeilles pour la cire. Vous voyez que par rapport à la métaphore, il y a une grande différence. La cire n'est pas un travail. Mais on y arrive en passant par le travail, c'est-à-dire on rétablit ce réseau de relations. Un autre exemple, dans un procès, on a plusieurs rôles. Par exemple, on a l'agent, on a l'instrument. Alors, si vous avez Jonot qui vous dit la mitrailleuse recommence à chercher d'un autre côté dans la brume, bon, ce n'est pas la mitrailleuse, mais c'est l'homme qui l'utilise. Donc, la métonymie de l'instrument comme voie d'accès à l'agent. Ou bien vous avez la relation entre deux procès. Quand Jonot écrit « Il n'y a qu'à préparer le berceau », eh bien, la préparation du berceau est la conséquence de la naissance d'un enfant. Donc, on a deux procès qui sont reliés par une relation cohérente. Alors, c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle on peut parler, comme le faisait Marc Bonhomme, d'une nébula métonymique, c'est-à-dire la métonymie au sens strict est celle-ci, puis il y a la synecdoque à côté, mais si nous regardons la stratégie conceptuelle de fond, elle est la même, donc on peut parler d'une métonymie dans un sens plus large. Eh bien, la métaphore documente une stratégie conceptuelle qui est opposée. C'est-à-dire la métaphore se sert du conflit, donc du transfert du mot qui provoque un conflit, comme l'occasion
pour transférer un concept étranger dans un territoire qui n'est pas le sien. Donc, elle valorise le transfert du mot pour transférer le concept. Elle ne défait pas avec la main droite ce que la main gauche avait fait ou vice-versa. Alors là, je dois vous donner un peu de terminologie. Donc, il faut distinguer le conflit de la figure. Alors, vous avez un conflit, par exemple, dans le sommet des montagnes, et puis vous avez deux figures, la métaphore et la métonymie. Alors, le conflit, on dit qu'il est provoqué par le transfert, comme le dit Aristote justement, d'un mot qu'on appelle le foyer dans la terminologie scientifique, dans un milieu conceptuel qu'on appelle le cadre. Donc, si je dis par exemple « dans le sommet des montagnes », je l'interprète comme une métaphore, les montagnes sont le cadre est ce qui est cohérent avec ce dont on parle de montagne, on est en train de dépeindre un paysage, donc ce sont les montagnes qui sont chez elles. Alors le foyer, c'est le verbe dormir qui introduit un élément étranger, c'est-à-dire le dormir est un procès qui ne peut qu'entraîner de façon cohérente que des êtres vivants. Donc ça, c'est le conflit. Alors si le conflit est résolu par la métonymie, alors simplement on fait que ce ne sont pas les montagnes à dormir, mais ce sont les êtres vivants. Donc on rétablit l'ordre. Si c'est une métaphore, alors les montagnes dorment vraiment. Donc elles sont vraiment des êtres changés en êtres animés. Alors là, on utilise un autre couple de concepts. La teneur, qui est les montagnes. C'est-à-dire le concept qui est cohérent avec le cadre, qui est chez lui. Et puis on parle de sujet subsidiaire, qui est l'élément qu'on lui oppose, qu'on lui impose. Donc, dans ce cas, l'être humain qui est le sujet de dormir. Pourquoi on a 4 termes et pas 2? D'abord parce que foyer et cadre décrivent le conflit. On ne sait pas encore comment cela va se terminer dans une métaphore, dans une métonymie, on ne sait pas. Mais le conflit est le transfert d'un mot étranger dans un milieu conceptuel donné. Alors que sujet subsidiaire et teneur sont les constituants de la figure, c'est-à-dire les deux concepts qui sont destinés à interagir d'une certaine façon dans la métaphore ou à être reliés dans une relation cohérente dans la métonymie. Alors la métonymie relie la teneur, les montagnes, avec l'être vivant. Les êtres vivants habitent les montagnes, alors que la métaphore fait interagir les montagnes avec l'être vivant. C'est-à-dire on se demande qu'est-ce que ça veut dire que les métaphores sont des êtres, les montagnes sont des êtres vivants. Vous voyez donc les termes de la question. C'est clair ce point, jusque-là vous me suivez, parce que moi je parle peut-être un peu vite, mais si vous ne me suivez pas, vous le dites. Alors, à ce point, nous avons le critère pour distinguer la métaphore de la métonymie. La métonymie défait avec la main droite ce que la main gauche a fait, c'est-à-dire le conflit disparaît parce que la teneur et le sujet subsidiaire sont reliés dans une relation qui est tout à fait cohérente, alors que la métaphore se sert du conflit pour faire interagir, pour faire entrer en concurrence deux concepts qui se disputent le même objet. Est-ce que les montagnes sont des êtres inanimés ou des êtres humains animés? C'est ça la question de la métaphore. Alors maintenant, je passe au deuxième point, une typologie des métaphores. Donc, j'espère avoir éclairé cette frontière entre la métaphore et la nébula métonymique. Maintenant, une typologie des métaphores. Si nous parcourons les approches de la métaphore qui sont documentées dans les siècles, nous voyons qu'il y a plusieurs définitions différentes. La métaphore était définie comme le transfert d'un mot dans un domaine étranger. Aristote, c'est la définition qui a mis en marche toute l'histoire. Donc, je vous ai dit que transférer un mot, ça ne veut pas dire nécessairement transférer un concept, mais disons, c'est ça.
ou bien comme l'attribution à un mot d'un signifié nouveau provenant d'un domaine conceptuel étranger par rapport au signifié primitif. Ça, c'est du Marsay. La métaphore a été définie comme un substitut d'un mot propre, approprié. Et ça, vous le voyez très bien chez Fontanier, mais aussi chez Lausberg, chez Genève, chez le groupe de Liège, etc. Todorov, ou bien comme l'interaction entre des concepts hétérogènes qui sont simultanément actifs, comme par exemple les montagnes et l'être humain. Ça, c'est Richards et Black. Hein? Vous trouverez, si vous allez voir le texte que j'ai donné, vous avez toute la bibliographie. Et donc, Alors, la métaphore a été définie encore comme un système de concepts partagés qui sont indispensables à la conception et à l'expression de la pensée cohérente. Là, vous avez Weinrich, Blumenberg, Weinrich qui a été professeur au Collège de France et qui m'a honoré de son amitié. Blumenberg, l'éco-Johnson surtout, la théorie cognitive de la métaphore. Des concepts cohérents qui sont indispensables pour la pensée, mais surtout pour l'action et la vie quotidienne. Mais on l'a défini aussi comme l'issue de l'interprétation d'un signifié conflictuel, je viens de vous donner cette définition, qui défie les piliers de la pensée cohérente. Donc un ingrédient de la pensée cohérente indispensable et quelque chose qui défie les piliers de la pensée cohérente. Et de nouveau, nous trouvons Weinrich, parce que Weinrich a distingué les deux types de métaphores. Donc vous voyez qu'il y a déjà, on trouve dans la littérature les traces d'une typologie différentielle des métaphores. Finalement, elle a été définie comme une forme d'expression incompatible avec la formulation de propositions vérifiables, et donc une expression qui oppose un obstacle conceptuel insurmontable à la recherche scientifique. Et là, c'est surtout Carnap's Leak, le néopositivisme logique. Mais on a aussi défini la métaphore comme un instrument indispensable pour la création de concepts scientifiques novateurs. Toute l'épistémologie du XXe siècle, de Hesse à Boyd, à Kuhn, passant par Ricoeur et Black. Donc, vous voyez, chacun des couples contient deux définitions qui, si elles étaient appliquées au même objet, seraient contradictoires, seraient en opposition, incompatibles. La métaphore ne peut pas être en même temps un pilier de la pensée cohérente et quelque chose qui défie les fondements de la pensée cohérente. Mais alors, quel est le problème? Si le problème, c'est que aucune des définitions n'est complètement vraie, aucune n'est complètement fausse. Parce que toutes les définitions sont compatibles avec quelques types de métaphores, mais aucune n'est compatible avec toutes les métaphores. Alors, je vous donne des exemples. Si je dis « dorme le sommet des montagnes », vous avez le transfert d'un concept qui crée un problème conceptuel, c'est clair. Si vous avez une expression comme « nourrir un espoir », c'est quelque chose de différent qui se passe. L'espoir demeure l'espoir. N'est pas mis en question son identité conceptuelle comme il arrivait avec les montagnes, dans Dorme le sommet des montagnes. L'espoir reste l'espoir. Mais c'est plutôt nourrir qui acquiert un signifié nouveau, qui est tiré d'ailleurs et qui est celui qui appartient au monde de l'espoir. Donc on a l'impression qu'on a deux mouvements antithétiques. Et pourtant, les deux sont deux métaphores. Alors c'est ça le mystère que je me suis proposé d'éclairer avec vous aujourd'hui. Je continue. Si j'ai une expression comme les crapauds du Marais, qui était dans un pamphlet de la Révolution française, c'était le noble de Paris, les crapauds du Marais. Eh bien, ça, c'est un substitut potentiel, parce que je pourrais dire le noble de Paris, c'est tout. Mais si je dis l'homme est un roseau, avec Pascal, et là, je ne peux pas. Le roseau, l'homme et le roseau sont là tous les deux, donc je ne peux pas remplacer quelque chose. Je dois les faire, que les deux concepts s'affrontent l'un l'autre. Et finalement,
si j'ai une expression, non finalement, il y en a encore. Si j'ai une expression comme fleuve d'argent, c'est donc l'argent liquide est un concept métaphorique qui fait partie de notre équipement conceptuel quotidien, comme je le dirai plus tard. Les concepts métaphoriques forment une véritable une catégorisation secondaire qui s'ajoute à la catégorisation primaire basée sur l'expérience directe. Donc, c'est un instrument indispensable de la pensée cohérente. Mais si j'écris avec Horace Bénédicte de Saussure que le soleil versait à grands flots sa lumière sur le Mont Blanc, là c'est différent parce que je crée un concept, le concept de lumière liquide qui est tout à fait incohérent. La lumière n'est pas une substance liquide. Donc vous voyez, les deux opposés coexistent. Et finalement, si je considère une expression comme le soleil versait à grande flots sa lumière sur le Mont Blanc, je comprends très bien que ce n'est pas le type d'expression idéale pour exprimer une proposition scientifique vérifiable ou falsifiable, absolument. Mais un concept comme le concept de sélection naturelle, en biologie, donc Darwin, est un concept scientifique qui naît d'un conflit conceptuel, parce que Darwin l'écrit clairement. Je dois m'efforcer d'imaginer la nature comme si elle était un éleveur intelligent qui sélectionne le bétail. Certes, la nature n'a pas un but, n'accomplit pas d'action finalisée, mais le concept d'éleveur intelligent m'aidera à comprendre quelque chose de la nature. Donc la métaphore qui porte à la découverte scientifique et à la construction de concepts scientifiques novateurs. Donc, encore une fois, on a les deux opposés qui coexistent. Alors, pour sortir de ce labyrinthe, il faut reconnaître que le paradoxe n'est pas dans l'objet, dans la métaphore, mais dans la méthode. Parce que chaque définition met au feu un objet différent, ce n'est pas le même objet. On peut parler toujours de métaphore, mais on verra à quelles conditions. Mais pour parler de métaphore, il faut trouver un autre niveau de définition, parce que chacune de ces définitions peut entrer en contradiction avec une définition qui est tout aussi justifiée par les données dont on dispose. Donc vous voyez, je parlais au début d'un paradoxe, d'une perplexité qu'on a, parce qu'on a l'impression qu'on peut tout dire de la métaphore, mais donc il faut maîtriser tout cela. Et alors, chaque définition est vraie à l'intérieur de ses limites, mais est fausse au-delà. Quel est le problème? Qu'il faut changer de point d'observation et de critères. Au lieu de définir la métaphore à partir de ses issues, elle est un substitut, elle est un conflit conceptuel, elle est un instrument de la pensée cohérente. Ça, ce sont les issues de l'interaction métaphorique. Mais alors, il faut aller à la source de la question, et donc revenir à Aristote. Alors, la source de la question, il y a le transfert. Le transfert d'un concept dans un milieu différent peut donner lieu à des issues différentes, même opposées entre elles. Mais ça, c'est normal. Alors, pour vous approcher de ce point, je veux citer un passage que j'aime beaucoup. C'est le poète anglo-normand Geoffroy de Vinsauf, que vous connaissez probablement, qui est très connu. Et lui, il nous indique le droit chemin, mais il le fait à l'aide d'une métaphore, donc en utilisant la métaphore comme instrument de découverte. Il dit: la métaphore est une brebis qui s'est lancée dans le pâturage d'un autre, qui n'est pas le pâturage de son maître. Propria ovis in rure alieno, c'est vraiment très synthétique et très beau. Hein? C'est la beauté du style direct et bref dont a parlé Dario Mantovani à propos de la beauté des textes juridiques, la capacité d'aller au point en deux mots. Et ça, c'est aussi le titre du livre de Michaela Rossi qui va parler dans 2 semaines, dans ce même cycle de séminaire, et qui approfondit justement le rôle de la métaphore dans la création des concepts scientifiques et des terminologies de spécialité, mais surtout de la création métaphorique. Donc, l'aventure de la brebis a un commencement unique, donc le saut de la haie de la part de... mais s'ouvre à des issues différentes, même opposées.
qu'est-ce qui peut se passer? La brebis arrive de l'autre côté de la haie, elle voit le monde inconnu, étranger, et rentre tout de suite chez elle. Donc l'aventure est finie avant de commencer. Elle peut rester et affronter les maîtres du territoire. Alors là, elle peut le faire de plusieurs façons. Elle peut se soumettre, mais elle peut aussi tenter d'imposer ses droits avec un succès plus ou moins grand. Donc vous voyez, il y a un tas de possibilités qui s'ouvrent. Donc le destin de la métaphore est le même. Et maintenant, hors métaphore, on va voir exactement quelle est cette typologie. Donc j'arrive au paragraphe 3, qui est l'interaction métaphorique comme grandeur algébrique. Qu'est-ce que c'est que l'interaction? Alors, la métaphore de la brebis in rure alieno nous invite à voir l'interaction comme une compétition. On pourrait dire une compétition entre deux concepts pour caractériser un même objet. Par exemple, on a les nobles de Paris. Est-ce qu'ils sont des personnes ou des crapauds? Ça, c'est l'interaction métaphorique. Deux concepts qui se disputent un seul objet. Alors, quand deux concepts entrent en compétition, nous pouvons imaginer deux issues opposées, et puis à l'intérieur de cette opposition, on peut imaginer des degrés, comme nous verrons, et un point d'équilibre nul. Kant a parlé de grandeur négative, mais aussi de grandeur nulle. Par exemple, si j'appuie ma plume, elle ne bouge pas. Mais est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de force? Non, il y a la force de gravité, il y a la résistance du plan, donc le résultat est zéro. Mais il y a deux forces en compétition. Donc pour la métaphore, c'est la même chose. Alors quand deux concepts entrent en compétition, donc nous pouvons imaginer un solde positif. Alors dans le cas de la métaphore, qu'est-ce que ça veut dire le solde positif? Ça veut dire que si je parle de montagnes qui dorment, ce sont les êtres animés qui s'imposent à la nature inanimée des montagnes, qui changent le profil conceptuel des montagnes. Un solde négatif, si j'ai l'aile d'un bâtiment, le bâtiment ne vole pas. Donc c'est l'aile qui s'adapte au bâtiment. Et si j'ai un solde nul, eh bien j'ai le crapaud du marais, je dis non, mais ce sont les nobles de Paris et je laisse tomber la métaphore. Donc ça c'est en bref. Maintenant je vais analyser en détail les trois cas de figure, c'est-à-dire le solde positif, qu'on appelle projection. Alors là aussi, vous voyez, on ne peut pas définir la métaphore tout court comme une projection, parce que la projection est une possibilité de la métaphore. On a aussi la régression et le solde nul, la substitution. Ce sont des faits empiriques. La projection est un cas, et le solde actif de la métaphore. Alors, comme le succès de la brebis dans l'affirmation de ses raisons face au troupeau étranger, la projection est une grandeur graduée qui s'étend d'un minimum à un maximum. Alors, je vais voir maintenant les degrés principaux. Le degré minimum est illustré par les métaphores de la vie quotidienne de Lecoq et Johnson, mais aussi de Dumarsais, si vous voulez. Donc, un système de concepts conventionnels cohérents qui alimente tant l'extension lexicale que la mise en place de figures. Nous verrons cela au point 3.1.3. Le degré maximum est illustré par les métaphores créatives qui interprètent des signifiés complexes, conflictuels, par exemple, dorment le sommet des montagnes. Et donc, les métaphores que dans la tradition on appelait métaphores vives, alors que les autres on les appelait mortes, mais ce n'est pas vrai, elles ne sont pas mortes, on verra mieux par la suite. Morte, c'est une mauvaise métaphore. Et puis les métaphores vives, à leur tour, forment deux familles principales. Elles peuvent enrichir les textes, en premier lieu les textes poétiques, comme le Nocturne d'Alcman, par exemple, mais elles peuvent aussi fournir un instrument essentiel à la création de concepts scientifiques novateurs, comme le concept de sélection naturelle, par exemple, une métaphore vive. Ça, Paul Ricoeur l'a dit très bien, est une métaphore vive parce qu'elle est créatrice, elle n'est pas quelque chose de conventionnel. Avant que quelqu'un eût cette idée, personne ne pensait à la nature comme au sujet d'un processus de sélection. C'est quelque chose qui est né avec cette métaphore et cette métaphore vive.
Donc, le point de départ, moi je suivrai maintenant un ordre pour affronter ces différents degrés de l'interaction projective. Donc d'abord, je commencerai par les métaphores poétiques. Pourquoi? Parce que les métaphores poétiques nous laissent libres. On peut faire ce qu'on veut. Alors que la métaphore scientifique, vous comprenez, elle a des limites. C'est-à-dire la nature, par exemple, n'a pas un but. Alors que dans la métaphore poétique, on peut mesurer quel est l'espace virtuel de la projection, jusqu'où on peut se pousser avec la projection. Alors, quand on parle de métaphore poétique, de métaphore vive poétique, là aussi on doit imaginer une gradation, parce que la projection peut s'arrêter au premier pas, par exemple se contenter d'une analogie évidente ou d'un stéréotype. Hein? Par exemple, l'exemple d'Emanuele Tesauro, un théoricien de l'âge baroque italien, prata rident, les prés rient. Bon, on peut dire, bon, les prés sont en fleurs, sont fleuris, c'est tout. Alors là, vous voyez l'analogie, le stéréotype, ce sont un premier pas qui mortifie le potentiel de la métaphore. Alors Tesauro dit non, c'est pas vrai. Les stéréotypes sont des barrières plantées dans le sable, comme j'aime le dire, parce qu'elles ne résistent pas à la force de la projection. Alors, Tesauro écrit, si tu dis « prata amena sunt », les prairies sont agréables, tu ne me représentes rien d'autre que la verdure des prairies. Mais si tu dis « prata rident », les prairies rient, tu me feras voir la terre comme un homme animé, la prairie comme un visage, la nature agréable comme un rire joyeux, ainsi en un seul mot, c'est-à-dire rident, en un seul mot, transparaissent toutes ces notions de genre différents. Terre, prairie, aménité, homme, âme, rire, joie. Alors, le théoricien baroque est pittoresque, mais nous dit l'essentiel. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une projection? On peut s'arrêter à une analogie superficielle et c'est fini. Donc, commencez à penser que l'association de l'analogie avec la métaphore doit être un peu revisitée. Mais ce qui est pertinent pour définir la projection métaphorique est l'espace logique qu'elle ouvre. Jusqu'à quelle limite on peut se pousser avec la projection? Les prés sont quoi? Jusqu'à quel point on peut leur appliquer toutes les implications de rire. Alors je dirais que la projection nous autorise à appliquer à la teneur, c'est-à-dire aux prairies en ce cas, tout le réseau de concepts et de relations conceptuelles qui les cohérent de pensée du sujet subsidiaire, c'est-à-dire du rire humain. Tout ce que le rire humain peut nous évoquer, nous avons le droit de le transférer sur les prairies. Donc c'est pourquoi j'ai choisi la métaphore vive poétique, parce qu'elle nous laisse libres. Elle ne nous pose pas de limites a priori. Dans chaque texte, on verra ce qu'il est raisonnable de projeter ou pas, mais l'espace logique est ouvert jusqu'à ses frontières. Quelles sont ces frontières? Eh bien, ces frontières sont la distribution cohérente du sujet subsidiaire. Tout ce qu'on peut dire de façon cohérente du sujet subsidiaire, on peut l'appliquer à la teneur. C'est-à-dire tout ce qu'on peut dire du rire humain, on peut l'appliquer aux prairies. Je vous donne un autre exemple que j'aime beaucoup, parce que cet exemple nous pose vraiment devant les deux extrêmes. Le poète italien Giovanni Pascoli parle d'un cimetière le jour de la Toussaint, sous la pluie, et il parle de larmes de pluie. Alors certes, on peut dire les larmes et les gouttes sont semblables, et puis c'est tout. Mais ce serait vraiment fou. En réalité, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? L'horizon s'ouvre. S'il y a des larmes, il y a quelqu'un qui pleure. Mais qui pleure? Alors la pluie n'a pas de sujet, mais ici on pense à la nature qui pleure. Donc, vous vous souvenez de Verlaine qui dit « Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la rue », n'est-ce pas? Donc, si vous appliquez le même schéma
à pleurer, il faut quelqu'un qui pleure. Donc c'est la nature. Mais pourquoi la nature pleure? Bien, c'est le jour des morts, c'est le titre du poème. Donc peut-être la nature est triste. Et probablement est triste parce qu'elle partage la souffrance des hommes. Donc ce n'est pas la nature de Giacomo Leopardi, un autre poète italien qui était la marraine, qui avait envie du bonheur des humains, dont les maltraités, etc. Non, c'est une nature qui ne peut pas empêcher ses fils de souffrir, mais qui est compatissante, donc qui souffre avec eux. Et on peut continuer. Donc vous voyez quel est l'espace logique de la projection. Alors, la définition de projection que je vous propose autorise deux réflexions. Tout d'abord, la projection est déclenchée par un signifié conflictuel, mais malgré cela, elle est une provenance de la pensée cohérente, parce que ce que nous projetons est la distribution cohérente d'un concept, du sujet subsidiaire. Donc, si cela est vrai, donc le périmètre virtuel de la projection peut être tracé exactement comme la distribution cohérente du sujet subsidiaire qui est projeté. Donc, mon ami, qui malheureusement nous a quittés il y a 3 ans, Gaston Gross, s'était donné comme programme de sa vie d'étudier la distribution cohérente des mots. Par exemple, je cherche la distribution cohérente du verbe verser, toutes les occurrences de verser, de l'argent au liquide, etc. Donc, c'est ça qu'on peut projeter. Donc, comme il y a la possibilité d'étudier en linguistique computationnelle la distribution d'un mot, on peut étudier l'espace virtuel de la projection. C'est la distribution du sujet subsidiaire, c'est-à-dire du concept étranger qui a été déplacé dans un milieu différent. Donc, cela veut dire que la métaphore n'est pas quelque chose d'ineffable, mais le potentiel projectif s'ouvre à une description empirique cohérente. Maintenant, je passe aux métaphores vives de la découverte scientifique. Je vois que j'ai un peu dépassé la moitié du temps, mais j'ai dépassé aussi la moitié de mes notes. Donc, je crois que ça ira. Les métaphores de la découverte scientifique. Bon, les métaphores poétiques illustrent la latitude de l'espace virtuel de la projection. C'est clair que pour les métaphores scientifiques, ce n'est pas comme ça. Hein? C'est différent. Mais les métaphores scientifiques sont celles qui poussent jusqu'au bout le potentiel créateur. Parce que dans la poésie, on pourrait dire, on présente, c'est pas vrai. Alors qu'en science, ça doit être vrai. Donc, vous voyez, c'est bien différent. Alors, l'épistémologie du XXe siècle a mis au feu avec une grande précision ce que fait une métaphore quand elle est au service de la création de concepts scientifiques novateurs. Donc j'ai cité tout ça. Mais on peut confronter une métaphore scientifique et une métaphore poétique que nous connaissons déjà. Donc, Dorme au sommet des montagnes, qui applique à la nature le modèle étranger de l'être animé, et la sélection naturelle, qui applique à la nature le modèle étranger de l'éleveur intelligent qui sélectionne le bétail parce qu'il a un plan d'améliorer les espèces, n'est-ce pas? L'éleveur a un plan, la nature, je ne sais pas. Darwin ne croit pas de toute façon. Donc, quand nous avons la création métaphorique, il y a une pars destruens et une pars construens. Alors, dans la pars destruens, les deux types de métaphores marchent parallèles. Et puis, elles divergent. Donc, observons ce qui se passe. Dans la pars destruens, le conflit remet en question l'identité d'un concept conventionnel acquis. Donc, le concept de nature n'est plus le même après la métaphore poétique et la métaphore scientifique. Donc, dans les deux cas, le concept de nature est soumis à une pression conceptuelle de la part d'un concept étranger qui est l'être animé ou l'être humain. Dans la métaphore poétique, mais l'analogie termine ici. Dans la pars construens, nous voyons les différences. Dans la métaphore poétique, l'effet de défamiliarisation d'un concept familier est réversible, donc elle est limitée au texte qui le contient. Personne, après avoir lu le poème d'Alcman, pense que la nature est un être animé. Et le signifié du verbe dormir ne change pas. Donc ça, c'est clair. Ce n'est pas vrai que le signifié change. Le signifié change quand je dis verser l'argent.
ou quand je dis cultiver un espoir. Mais ici, il n'y a pas de changement de signifié. C'est justement parce que dormir garde son signifié qu'il y a le conflit conceptuel. Dans la métaphore scientifique, nous avons un comportement opposé sur les deux versants. L'auteur de la métaphore, c'est-à-dire Darwin, vise à identifier dans la nature une propriété inexplorée, inconnue jusque-là, qui, à son avis, pourrait être mise au point grâce au modèle fourni par la métaphore de l'éleveur intelligent. Alors, ce geste créateur déclenche un procès d'élaboration collective de la part de la communauté scientifique, guidé par le critère de la cohérence conceptuelle. Donc, on doit arriver à des formulations qu'on peut vérifier, qui peuvent être fausses ou vraies, on ne sait pas. Donc, cela provoque deux issues interconnectées qui nous portent à l'opposé de ce qui se passait avec la métaphore poétique. D'une part, le concept de nature élaboré en biologie est irréversiblement restructuré. Ce n'est plus la nature qu'on connaissait, elle contient cette composante de sélection de quelque chose qui se passe, qui est fonctionnel à l'amélioration des espèces, même si la nature ne le sait pas, et qu'on ne peut plus détacher du concept de nature. Le concept de nature a changé. Mais en plus, on a aussi un changement de signification du concept de sélection, parce que la sélection acquiert un signifié nouveau qui fait partie d'une terminologie sectorielle, la terminologie de la biologie. Donc ça acquiert un signifié nouveau qui s'applique à un domaine de spécialité comme signifié technique. Donc c'est le signifié d'un terme. Et ce sera Michaela Rossi dans 2 semaines qui vous parlera exactement de ce que ça signifie dans la création de terminologie. Donc, l'extension de signifié et le passage de domaine du mot sélection sont le saut du parcours créatif qui a été déclenché par un conflit, qui a été accompli par un transfert et une projection, mais une projection qui n'est plus ouverte comme celle de la poésie vers tout l'horizon disponible, mais qui est restreinte par un critère de cohérence et de vérifiabilité qui est effectivement ce que les savants s'attendent d'un concept créateur métaphorique. Donc, vous voyez, on commence déjà à tracer une carte de ce territoire complexe. Dernier point, les concepts métaphoriques conventionnels. Dernier point de la projection. Les concepts métaphoriques conventionnels. Bref, ce sont ceux qui ont été lancés par Lakoff et Johnson, qui avaient déjà été dans la réflexion de Jean-Baptiste Avico, de Dumarsais, de Weinrich. Weinrich parlait de champs métaphoriques, c'est-à-dire de métaphores qui se propagent en essaim, si vous voulez, pas de façon isolée. Donc, quand on parle de concepts métaphoriques conventionnels, ce sont des concepts projectifs. Vous savez, quand le livre de Lakoff et Johnson est sorti et il a été tout de suite traduit en français aux éditions de Minuit, quelqu'un a dit « mais on savait déjà tout ça, c'est la catacrèse ». Non, ce n'est pas vrai, on verra, la catacrèse c'est autre chose. Ici, on a une projection. La catacrèse est régressive, comme on le verra plus tard, mais ici, on a une projection. Pourquoi? Si vous dites, parce que les concepts métaphoriques sont des instruments de la pensée cohérente qu'on utilise, auxquels nous faisons confiance dans la réflexion, dans l'expression et finalement dans l'action, comme Lakoff et Johnson le soulignent. Ils nous mettent en condition de concevoir des objets qui sont inaccessibles à l'expérience directe. On dit en bref les concepts abstraits, mais ce n'est pas facile de dire ce que c'est qu'un concept abstrait, mais on se comprend. Vous savez, cultiver une amitié n'est pas la même chose que cultiver le jardin ou un champ de blé, n'est-ce pas, ou une vigne. Hein. Donc, nous sommes en mesure de parler et de penser et de parler par conséquent d'objets qui sont soustraits à l'expérience directe
grâce à la projection de modèles qui viennent de l'expérience directe. Donc, l'exemple de la cultivation, nous l'étendons par exemple, au sentiment humain. Alors là, quelles sont les limites de cette projection? On verra que cette projection arrive jusqu'à un certain point. Si nous allons au-delà, c'est créateur, c'est conflictuel. Hein? Si vous cultivez un espoir, ça va. Hein? Si vous versez l'argent, ça va. Mais si vous faites la douche avec l'argent, ça ne va pas. Donc il y a des limites à la projection qui sont des limites qui sont tracées à l'intérieur de la cohérence de notre façon de parler. Parce que quand nous adoptons une expression comme signifiée d'un mot, par exemple nous disons verser l'argent, nous disons cultiver un espoir, cela devient, par tautologie, on pourrait dire cohérent. Si on le dit, ça se dit et ça va. Mais nous verrons cela plus tard. Donc, exemple de concepts métaphoriques partagés, par exemple, décrire nos émotions et nos projets comme des personnes chéries, par exemple, quand on dit embrasser ou bien comme des morceaux de terre, quand on dit cultiver. Ou sinon, la fameuse métaphore, la vie est un voyage. Hein. Alors, les concepts métaphoriques cohérents donc sont projectifs, mais le rayon de développement est limité et on doit simplement vérifier dans les langues différentes où on s'est poussé avec cette projection. Et on s'est poussé jusque-là, on verra des exemples. Alors, les concepts métaphoriques agissent dans le lexique, mais aussi dans les textes. Dans le lexique alimente les extensions de signifier la polysémie des mots. Nous avons eu tout à l'heure un exemple de mot polysémique, n'est-ce pas? Hein? Souvent, la polysémie, typiquement, est l'issue d'extensions métaphoriques. Ou bien dans les textes. Alors, dans le lexique, par exemple, la combinaison caresser un espoir, caresser est témoin de l'acquisition de la part du verbe caresser d'une acception métaphorique distincte de l'acception primitive qui se réfère à des êtres humains ou à des animaux ou à qui nous sont chers, et qui est étendue aux émotions. Alors, ce qui distingue les concepts métaphoriques des catachrèses que nous verrons plus tard, malheureusement je ne peux pas tout dire en même temps, j'anticipe un peu, c'est le caractère, disons, ne sont pas des extensions isolées, mais agissent en réseau, en essaim, pour utiliser une métaphore que j'ai utilisée autrefois. Par exemple, je vous cite un exemple de Wendler, d'un linguiste américain qui avait observé ce phénomène 10 ans avant l'apparition des métaphores de la vie quotidienne de l'écophagience. Justement, à cause de cela, est intéressant parce qu'il s'agit d'une observation de quelqu'un qui n'a pas de lentilles déformées. Il dit « Une opinion est comme un enfant. Nous la concevons, l'adoptons, l'embrassons, la nourrissons et la caressons. Nous pouvons la considérer légitime ou illégitime. Et à ce point, nous la pouvons abandonner et répudier. » Donc il pourrait continuer plus loin, parce que c'est comme ça, c'est-à-dire ces concepts métaphoriques qui font que, par exemple, l'opinion est comme un enfant chéri, n'est-ce pas, agit justement un réseau, un SM, n'est pas isolé comme extension lexicale. Ce qui est intéressant à propos de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'au niveau interlinguistique, c'est-à-dire si nous confrontons des langues différentes, nous voyons qu'à la limite où se pousse la projection conventionnelle peuvent varier. C'est-à-dire d'habitude, les motivations conceptuelles, on peut très bien les comprendre. En anglais, par exemple, on jette l'argent dans l'évier, alors qu'en français et en italien, on le jette par la fenêtre. Mais nous comprenons leur figure, ils comprennent la nôtre, mais
finalement, on ne peut pas dire en français « jeter l'argent dans l'évier ». Ce serait une création, ce ne serait pas une extension conventionnelle. Alors, un exemple intéressant est celui de l'argent liquide, parce qu'en français, on verse de l'argent, en italien, on verse de l'argent, en anglais, on pour money, mais par exemple, en français, on dit arroser quelqu'un avec l'argent. Alors, en italien, ce serait très intéressant d'avoir un verbe comme ça, parce qu'on passe par un pays qui connaît la corruption politique, mais on ne l'a pas. Donc, si je dis en italien que innaffio qualcuno coi soldi, c'est une métaphore créative, d'une créativité limitée, parce qu'elle a derrière les épaules un concept conventionnel. Mais il y a une marge de création parce que ce n'est pas l'emploi partagé au niveau de la communauté linguistique. Dans les textes, je vous citerai un monument de la littérature mondiale, c'est-à-dire le début de la comédie de Dante, Nel mezzo del cammin di nostra vita. Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure, car la voie droite était perdue. Ça, c'est Dante. Donc, ce n'est pas un homme quelconque. Mais vous voyez, Dante se comporte comme nous tous. C'est-à-dire, il partage le même système de concepts conventionnels et quelquefois il s'en sert comme nous tous. Alors, quelquefois, il invente des métaphores hardies, mais quelquefois, il fait comme nous tous le faisons. Et je crois que la fameuse citation de Dumarsais, quand il écrit qu'il se fait... C'est où? Il se fait plus de figure dans un jour de marché à la halle qu'il s'en fait en plusieurs jours d'assemblée académique. Il se réfère à ces métaphores-là, c'est-à-dire les métaphores conventionnelles de la vie quotidienne. C'est clair qu'il se réfère à celle-là, non pas aux métaphores de Shakespeare ou de Dante ou de Racine ou de Victor Hugo. Alors, point 3.2, le solde négatif de l'interaction, c'est-à-dire la catacrèse de la tradition. Qu'est-ce que c'est qu'une catacrèse? Pourquoi parle-je d'un solde négatif de l'interaction? Parce que la catacrèse, au lieu d'enrichir la teneur sous la pression du concept étranger, taille le concept étranger jusqu'au point qu'il est cohérent avec la teneur. Donc, si j'ai l'aile d'un bâtiment, l'aile n'a pas de plume, le bâtiment ne vole pas, hein, elle ne bouge pas. Donc, il y a seulement la relation entre le corps et l'aile qui est retenue de tout ce concept. C'est pourquoi je parle de régression. Mais la régression est la valeur négative de la projection, c'est-à-dire simplement l'interaction va dans le sens opposé. Au lieu de presser sur la teneur, le sujet subsidiaire s'adapte à la teneur. Donc, c'est pourquoi je parle de régressif. Le fait qu'il s'agisse de quelque chose de régressif, donc antithétique à la projection, fait que la catacrèse agit est une extension isolée ou presque. Par exemple, la bouteille a un cou, mais n'a pas de tête. Le train a la tête et la queue, mais n'a pas le cou. Je pourrais continuer, mais vous voyez, l'extension a la tendance à être isolée. Alors que les concepts métaphoriques, comme nous l'avons vu, agissent de façon en réseau, en essaim, on pourrait dire, avec une autre métaphore. Et cela justifie aussi une différence dans la portée, parce que les catacrèses sont limitées électivement au nombre qui dénote des objets concrets. Alors que les extensions motivées par les concepts métaphoriques intéressent surtout les adjectifs et les verbes qui se réfèrent à des relations. On projette des relations cultivées, profondes, une rivière profonde, une pensée profonde, cultiver un espoir, cultiver un champ. Vous voyez, ce sont des termes qui créent des relations. Donc, il y a une solidarité entre l'extension isolée
et la référence aux noms concrets, aux objets concrets, et le concept métaphorique qui agit en SM est la référence à des relations qui entraînent des objets dans des réseaux à leur tour complexes. Alors, pour la même raison, c'est-à-dire le privilège de la référence aux objets, la même raison justifie le privilège qu'on accordait à l'analogie dans l'étude de la métaphore, la référence aux objets concrets, parce que, justement, dans le cas des objets concrets, vous avez deux objets, vous les confrontez, vous voyez des analogies. Alors, un exemple très beau qui m'a été suggéré justement par Michaela Rossi, qui parlera entre 2 semaines, est le nom grue, de l'oiseau à l'instrument pour enlever des objets. Et c'est une métaphore qui est diffusée dans les principales langues d'Europe, mais pas parce qu'il y a un emprunt, parce que l'analogie est évidente. Vous pensez le nain comme le signal ferroviaire, je ne sais pas, mais il y a un tas d'exemples, les formats des pattes en italien, vous avez les cheveux, les papillons. Donc, vous voyez, l'analogie, c'est ça. Mais alors là, c'est juste, c'est-à-dire, quand vous avez des objets concrets, et l'un cède à l'autre le nom par métaphore, vous pouvez parier qu'il y a une analogie évidente au niveau perceptif, par exemple. C'est clair. Donc, l'association traditionnelle entre métaphore et analogie, probablement, a quelque chose à voir avec le privilège traditionnellement reconnu aux métaphores, aux extensions métaphoriques, aux catachrèses qui collent une étiquette à un objet à identifier indépendamment à partir de sa ressemblance avec un autre objet duquel le nom est emprunté. Pour terminer, je verrai après que même le concept de substitution, la fortune du concept de substitution vient du privilège du nom référentiel. Donc, vous gardez cela dans votre mémoire. Pour terminer avec la catachrèse, ça va. La catachrèse, j'ai dit, se situe sur le même parcours que la projection, simplement va dans le sens opposé. Et une preuve ultérieure, c'est que il y a une expérience qui est accessible à nous tous. Il suffit de renverser l'orientation d'une catachrèse pour avoir la projection. Et je vous donne un exemple magnifique. Le nom veine, on parle de veine du bois, du marbre, etc. Donc il n'y a pas de son dans ces veines, c'est clair. Donc c'est une catachrèse. La veine perd toutes les propriétés qui sont incompatibles avec le marbre, avec le bois. Alors, quand Victor Hugo dit que les sons coulent aux veines de marbre, qu'est-ce qu'il fait? Simplement, il introduit les sons. Donc, s'il introduit les sons, la métaphore devient projective. À ce point-là, on doit se demander ce que sont que les veines du marbre. Ce ne sont plus les veines catachrèses, mais ça devient quelque chose d'opposé, c'est-à-dire c'est une projection qui se met en marche. Et voilà, on arrive maintenant à la critique à l'idée de métaphore morte. La catachrèse n'est pas une métaphore morte. Pourquoi? Parce qu'elle est simplement endormie. Il suffit de réactiver, disons, le sujet subsidiaire qui a été taillé. Il suffit de le réactiver dans son intégrité pour que la métaphore renverse son orientation et devienne projective. Donc, on ne peut pas parler de métaphore morte. À plus forte raison, on ne peut pas parler de métaphore morte pour les concepts métaphoriques parce qu'ils sont très actifs, au contraire. Simplement, ils sont cohérents, à dire la différence de métaphores vives qui nous portent à franchir les limites de la cohérence, au moins dans une première étape, dans le cas des métaphores scientifiques. Et finalement, j'arrive au point 3.3, le solde nul de l'interaction, la substitution. La substitution est un sujet fascinant parce que pendant des millénaires, elle était considérée la propriété qualifiante des métaphores vives à partir de Cantilien qui utilise ce critère. Il dit, quand je dis gemma et je l'étends de la poussée du végétal au joyau, il n'y a pas de substitut, c'est une nécessité de la langue. Alors que si je dis les crapauds du marais, c'est un substitut. Donc la métaphore vive est substitutive. Mais là, qu'est-ce qui se passe?
Tout d'abord, il faut dire que la substitution n'est pas absence d'interaction. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si j'appuie ma plume ici, elle est immobile, comme dans le cas de la substitution, et apparemment on n'a rien, mais il y a deux forces qui s'équivalent. Donc, il y a le résultat de l'interaction qui est 0. Mais la substitution, considérer la substitution comme le critère qui distingue la métaphore vive de la catachèse, comme on a fait de Quintilien jusqu'à la néo-rhétorique d'expression française, au groupe de Liège, etc., c'est quelque chose qui n'a pas de fondement, parce que la substitution n'est pas une propriété des métaphores. On a même des métaphores qui ne sont pas substitutives. M. Pernon a parlé il y a 2 semaines, quand Aristote dit que le soleil sème la lumière. Mais alors, ce n'est pas seulement les métaphores de la polysémie qui ne sont pas substitutives, même les métaphores créatrices. Si je dis la lune rêve, qu'est-ce que vous mettez à la place de rêver, hein? Qu'est-ce que vous mettez? Ah, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais ce n'est pas un substitut, c'est une interprétation que vous donnez. Alors que si vous dites les crapauds du Marais, vous pouvez dire les nobles de Paris. Donc c'est bien différent. Alors la substitution est la propriété du support grammatical de certaines métaphores, en particulier de la métaphore de l'expression nominale métaphorique qui se réfère à un référent. Donc si je dis les crapauds du Marais pour me référer aux nobles de Paris, je peux appeler les nobles de Paris, je peux dire ces gens mauvais qui habitent le Marais, je peux dire ce que je veux. Et là, ce sont des substituts parce qu'ils ont la même fonction d'identifier le référent. Donc, encore une fois, c'est le privilège de la métaphore référentielle qui a porté à l'idée que la métaphore est, par essence, un substitut. Mais il suffit de prendre la métaphore prédicative. L'homme est un roseau. Eh bien, essayez de remplacer roseau. La fonction de roseau est de classifier le sujet dans une classe. Mais si vous mettez une formulation différente, ce n'est plus la même prédication. Donc, la métaphore n'est pas substitutive. Certes, disons, les adeptes de la substitution nous diront qu'on peut remplacer roseau par fragile face aux adversités, par exemple. Mais ça, c'est un prédicat différent, ce n'est pas le même prédicat. La fonction du prédicat est incompatible avec la substitution, alors que la fonction d'une expression référentielle est compatible avec la substitution. C'est ça le problème. Mais ce n'est pas un problème de la métaphore, c'est un problème de la grammaire et de la fonction de l'expression linguistique. Donc, il y a une grammaire de métaphores qui nous permet d'éclairer tous ces points. Donc, comme je le disais tout à l'heure, comme l'association de la grammaire de la métaphore à l'analogie, l'association de la grammaire à la substitution a la même source, c'est-à-dire le privilège de l'expression nominale référentielle, du nombre référentiel engagé dans l'identification d'un référent. Alors là, c'est le problème de structure. Mais l'idée de substitution crée un problème aussi au niveau de l'interprétation. Si j'entends les crapauds du Marais, je suis libre de dire, eh bien, ce sont les nobles de Paris, et je laisse tomber les crapauds et tout ce qui ça comporte. Ça, c'est l'interprétation substitutive. Alors, il est clair que l'interprétation, la substitution, la possibilité de la substitution est une propriété de l'expression qui fait de support à la métaphore, donc en ce cas de l'expression nominale. L'interprétation substitutive est un choix de l'interprète. Alors l'interprète est responsable de ses choix, personne ne l'empêche de faire ses choix. Mais ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que le même pas qui nous permet de récupérer la teneur qui n'est pas donnée dans l'expression, mais qui est en absentia, c'est-à-dire les nobles de Paris, nous permet d'avoir une solution de substitution. J'écarte définitivement les crapauds et je garde les nobles, mais ça me permet aussi de faire partie d'une interaction. Je me demande dans quel sens les nobles sont des crapauds. Donc, vous voyez que même l'interaction, dans ce cas, a besoin de la dimension substitutive. C'est-à-dire, je dois récupérer un paradigme de substitut virtuel. Simplement, la solution que je donne n'est pas d'éliminer l'un des deux termes, mais de le faire interagir. Mais vous voyez, le point de départ est toujours le même. Donc, quand Blake oppose
la solution substitutive, la métaphore, la conception substitutive de la métaphore et la conception interactive, projective, on pourrait dire il a raison, parce que d'un point de vue de l'interprétation, ce sont deux choix antithétiques, mais qui présupposent le même paradigme de substitut virtuel. Alors j'arrive à la conclusion. Ah bon, non, j'ai oublié de préciser que la possibilité logique d'activer la projection en présence de paradigmes de substituts potentiels nous montre encore une fois que la substitution est l'une des issues de l'interaction. C'est clair. Pour terminer, brièvement, un bilan de la métonymie et de la métaphore. Un bilan. Je complète le bilan parce que la différence essentielle, on l'a déjà individuée. La métaphore transfère un concept avec le mot. La métonymie transfère le mot, mais ramène le concept chez lui. On a d'autres différences. Pour la métonymie comme pour la métaphore, nous pouvons distinguer les figures vives des catachrèses lexicales. On a aussi des catachrèses de métonymie. Quand je dis l'aile pour dire le joueur qui occupe la position d'aile dans une formation, la position d'aile est déjà métaphorique, mais la personne qui occupe la position est métonymie. Donc vous avez une métonymie qui est greffée sur une métaphore. Donc, catachrèse et figure vive. Alors, la rhétorique des figures a beaucoup insisté sur ce parallélisme pour mettre sur le même plan la métaphore et la métonymie. Alors, pour nous, ce n'est pas sur le même plan. Donc, à ce point, on doit creuser ce point. Les différences sont nombreuses. Les métonymies se fondent sur des relations conceptuelles cohérentes qui ne sont pas fabriquées par la métonymie, mais que la métonymie utilise, exploite. Le noyau de ces relations, on peut avoir un tas de relations, y compris des relations qu'on voit sur les deux pieds, n'est-ce pas? Mais le noyau dur est formé par notre catégorisation primaire des objets de l'expérience. On voit la relation entre une cause et un effet, la localisation dans le temps et dans l'espace d'un objet ou d'un procès. On voit la relation entre une action humaine, une motivation, un but, etc. Donc la métonymie exploite ces relations qui ne sont pas fabriquées par la métonymie. Si jamais on cessait de fabriquer des métonymies, on aurait ces relations qui demeurent stables dans notre patrimoine intellectuel. Donc la métonymie est la figure de la catégorisation primaire, de la pensée primaire. Mais alors, si cela est vrai, on ne peut pas parler de concepts métonymiques comme on parle de concepts métaphoriques. Ça, c'est quelque chose que les cognitivistes aiment beaucoup. Ah, la métonymie, c'est plus importante même que la métaphore. Bon, si vous pensez à la métonymie comme figure, ce n'est pas vrai. Si vous pensez à la métonymie comme l'ensemble des structures qui l'alimentent, eh bien ça, c'est la pensée et c'est tout. Ce n'est pas la pensée métonymique, c'est la pensée. La métonymie est alimentée par la pensée. Si je vois la relation entre une personne et un lieu, ou entre un agent et un instrument, ce n'est pas parce qu'il y a une métonymie. Au contraire, c'est la métonymie qui est rendue possible par ces relations. Alors, tout à l'opposé, il est tout à fait légitime de parler de concepts métaphoriques. Donc, le premier pas des cognitivistes d'identifier une couche de concepts métaphoriques était juste. Le fait de tendre cela à la métonymie est une folie. Ce n'est pas vrai. Mais les concepts métaphoriques, pourquoi on a le droit de parler de concepts métaphoriques? Parce que sans la métaphore, on n'aurait pas ces concepts. Les concepts métaphoriques nous permettent de créer une catégorisation secondaire des entités inaccessibles à l'expérience directe qui est modélée sur la catégorisation primaire, donc qui présuppose la catégorisation primaire. Si je peux caresser un espoir, je peux tout d'abord caresser une personne ou le chat, par exemple. Si je peux cultiver un espoir, je peux tout d'abord cultiver un morceau de terre. Donc vous voyez, les concepts métaphoriques colonisent véritablement des espaces conceptuels qui seraient autrement inaccessibles. Donc c'est juste de parler d'une pensée métaphorique, de concepts métaphoriques, et même d'une catégorisation secondaire qui est essentiellement métaphorique. Encore un point. La différence, j'ai presque terminé, la différence entre métaphore vive et catachrèse est claire.
parce que se fonde sur une orientation opposée de l'interaction. Nous avons vu que si vous versez l'argent, c'est le verbe verser qui acquiert un signifié nouveau. Si vous versez la lumière, c'est la lumière qui se change en substance liquide. Donc la différence est claire. C'est un mouvement antithétique. Ah bon, dans le cas des métonymies, les métonymies vives et les catachrèses de métonymie se fondent sur les mêmes relations conceptuelles. Donc, il est clair qu'entre métaphore et métonymie, la frontière se perturbe un peu. Quelquefois, il est très difficile d'établir une frontière. Par exemple, le verbe trembler appliqué à la peur. On dirait que c'est un signifié du verbe polysémique trembler qu'avoir peur. Mais si vous lisez cela dans un roman où l'on parle de quelqu'un qui tremble, etc., vous pensez que c'est une figure vive. Mais il n'y a pas vraiment de frontière, parce que finalement, les deux s'appuient sur la relation entre le symptôme et le problème. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Que si je dis l'aile droite pour dire le joueur qui occupe la position d'aile droite, ou si je prends une métonymie radicale, comme celle qu'utilise Zola pour critiquer la société du Second Empire, il épouserait une grosse dot, pour dire qu'il épouserait... Bon, c'est très fort comme critique. Mais finalement, il épouse une femme qui porte une dot, c'est-à-dire, finalement, on ne fait que activer une relation qui fait partie de notre monde, de notre catégorisation du monde, de notre connaissance, de nos structures conceptuelles. Alors j'arrive vraiment au dernier point, la créativité. Eh bien, la créativité qu'on a associée aux métaphores vives, pensez à Ricoeur par exemple, est une créativité qui affecte la substance des concepts, c'est-à-dire la nature, après la sélection naturelle, n'est plus la même. Les montagnes qui dorment ne sont pas les mêmes montagnes qui nous sont familières. La créativité de la métonymie et donc de la synecdoque aussi, au contraire, est limitée à la perspective dans laquelle les objets ou les procès ou les relations entre procès sont présentés à la perception ou à la cognition. La synecdoque, une main frappe sur le carreau, c'est Butor. Et vous voyez la personne comme une appendice de sa main, c'est très violent comme effet de perspective. Donc c'est quelque chose qui nous rappelle un peu la caricature. La caricature, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un nez énorme, parce que le nez est la caractéristique de cette personne. Il y a un roman italien de Fogazzaro, la terrible marquise est raffigurée comme une appendice de son nez. Eh bien, dit le nez, en proie au sommeil. Vous voyez, donc le nez qui devient la clé d'accès à la personne. Et la métonymie peut obtenir des effets vraiment très durs parce qu'elle ferait un raccourci dans un réseau de relations. Si le réseau de relations est explicité, il y aurait quelque chose de tout à fait normal, mais le raccourci est d'une violence incroyable. Et Zola est un maître dans cette technique. Alors, j'ai un exemple de Huizing à l'automne du Moyen-Âge. Le tocsin sonne l'effroi. C'est terrible. Et finalement, elle émet un son qui est le signal d'un incendie, d'un siège, de la peste, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui provoque l'effroi, et c'est tout. Vous voyez, c'est terrible, mais finalement, nous revenons à notre paysage conceptuel qui nous est familier. Et le même, il épouserait une grosse dot, des jupes avec des rires languissants, c'est toujours Zola. La personne qui est vue comme une appendice de ses vêtements. C'est terrible comme critique sociale. Et puis en Zola, il y a aussi les personnages collectifs, le marché, la halle, la place, etc., qui jouent un rôle comme s'ils étaient des personnages humains. Mais vous voyez, derrière, il y a des relations qui sont familières, qui sont conventionnelles, qui font partie de notre vie quotidienne. Donc,
Pour conclure, je dirais que dans le cas de la métonymie, la force du message qu'elle transmet ne les empêche pas de se fonder sur des relations qui nous sont tout à fait familières. Le tocsin, qui sont l'effroi, est toujours une cloche. Et la femme qui est vue à travers sa dot ou son vêtement est toujours une femme, ce qui n'arrive pas dans le cas de la métaphore. Et merci à tous. Nous remercions vivement le professeur Prandi pour ce cours magistral sur la métaphore en tant qu'instrument d'interaction et de projection conceptuelle et pour nous avoir montré à quel point on peut aller au-delà de la rhétorique, mais aussi du cognitivisme, et de nous avoir aussi, j'imagine que pas tout ce qu'il a dit a pu être retenu, probablement, mais on va pouvoir lire son cours qui est disponible sur le site, mais même si on peut se dire que pas tout était saisissable d'abord, je pense que ce qu'il nous a montré, c'est aussi le fait que lorsque nous parlons de métaphore, il y a vraiment un continent et que ce n'est pas par le classement, les catégories, c'est pas par une typologie qu'on arrive à saisir le phénomène, mais en allant au cœur des phénomènes et en intégrant les mots dans le contexte de la locution en général. Donc merci beaucoup et j'espère qu'on pourra, avec ces enseignements, aller un peu plus loin, même dans notre cours. Je vous remercie. On se revoit la semaine dernière et dans 15 jours pour le prochain séminaire qui a été largement annoncé par M. Prandi avec Michaela Rossi. Au revoir. Bonsoir.